Radio J. Les rendez-vous de la Viso. Lise Gutmann. Radio J. Maya Termination, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que vous faites partie de la section des jeunes femmes de la Viso, la section Viso à Vive. Et nous avons une invitée aujourd'hui. Il s'agit de Sarah Baruch pour son documentaire Vivante. Bonjour. Bonjour. Alors Lise, nous avions parlé lors de notre dernière émission ensemble de la manifestation du 8 mars à Paris. Oui. Voilà, vous vous souvenez, donc, dans le cadre de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes, un cortège juif dans cette manifestation, formé des collectifs 7 octobre et Nous Vivrons, notamment, rendait hommage aux femmes israéliennes victimes de viols de guerre et avait dû quitter la manifestation car il avait été attaqué. Oui. Et du coup, on n'a pas eu l'occasion de discuter des autres sujets fondamentaux qui sont à l'honneur lors de cette journée, à savoir l'état de la lutte pour les droits des femmes et en premier lieu leur intégrité physique et morale. Car en France, en 2024, les femmes sont encore victimes de violences dans le cadre du couple. Rappelons qu'on est déjà à 42 féminicides depuis le 1er janvier 2024, sans compter les suicides forcés. Pour en discuter, nous recevons Sarah Baruch. Bonjour Maya. Bonjour Sarah. Bonjour. Bonjour Lise. Alors, Sarah, vous avez écrit 4 romans, vous avez ensuite dirigé l'ouvrage collectif 125 et des milliers, donc le récit de vie de 125 femmes qui ont été tuées par leurs compagnons ou ex, et ainsi que votre témoignage personnel. Et maintenant, vous sortez donc un documentaire qui est un documentaire poétique, rythmé, qui s'intitule Vivante, réalisé par Claire Lajeunie, disponible sur le site de Canal+. Dans ce documentaire, vous revenez sur votre histoire, sur votre travail pour documenter les parcours de vie des femmes victimes de féminicide et sur les mécanismes de l'emprise. Et surtout, vous arrivez à avoir une approche optimiste du sujet en donnant des pistes concrètes pour lutter collectivement contre ces violences. Alors, Sarah Baruch, qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce documentaire ? Je me suis sentie un peu redevable vis-à-vis des familles qui m'avaient fait confiance lorsque j'ai fait l'enquête qui m'a permis de faire 125 et des milliers. Je suis partie toute seule à la recherche et à la rencontre de 125 familles qui avaient perdu une proche. Et du coup, le livre a eu effectivement un succès auquel je ne m'attendais pas, une exposition à laquelle je ne m'attendais pas. Et j'arrivais pas à me dire que ça allait s'arrêter là, en fait. Déjà par rapport à elle. Et puis par rapport aussi à toutes les femmes victimes de violences qui du coup m'écrivaient sur les réseaux sociaux pour me dire et maintenant en fait je fais quoi ? Et tout ce que j'avais pu observer en fait m'avait donné des idées très pragmatiques en réalité qui sont en fait ce qu'on appelle les trous dans la raquette, le lien entre les existants. Et c'est ça que j'ai eu envie de raconter à travers un documentaire parce que l'écrit je connais, je voulais passer à l'image et en fait raconter à quel point si les violences faites aux femmes sont des problématiques sociétales, du coup la société est aussi la solution. Il n'y a pas que l'État, il n'y a pas que la justice, il n'y a pas que la police, c'est chacun à son niveau, citoyen, entreprise, association, qui peuvent aider. Et c'était ça qu'on avait envie de montrer. En gros, ne pas être dans la dénonciation, mais être dans la solution. Alors, et dans le soutien aussi. Et dans le soutien, évidemment, ouais, qui sûr. est déjà une solution. Alors du coup, justement, ça m'amène à une autre question que j'avais, que vous avez évoquée ici. Quelles sont les solutions et les outils que vous développez, que vous présentez dans ce documentaire et au sein de votre association? C'est vrai que je ne l'ai pas dit, 125 et après, l'association que vous avez créée. Voilà, le livre 125 et des milliers, et puis ensuite 125 et après, l'association. Mais déjà, en fait... Je m'excuse pour les auditrices qui souhaiteraient vous rejoindre. 125 et après, c'est sur quel support ? Sur Instagram, et on a aussi un site qui s'appelle www.125etaprès.org et sur lequel on peut nous écrire à n'importe quel moment. D'accord, voilà. Parfait. Oui, merci. En fait, déjà, le principal problème, c'est que souvent, les femmes victimes de violences, en tout cas les violences autres que physiques, ne se reconnaissent pas victimes. Donc la première chose déjà, c'est de les aider à prendre conscience de ce qu'elles vivent. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, je l'entends régulièrement, oui, bon, il était pas gentil avec moi, il m'a jamais frappé.
Donc, c'est pas grave. Sauf qu'en réalité, je l'ai découvert avec le livre, dans 60% des cas de féminicide, donc 60% des femmes qui sont mortes de la violence de leur compagnon ou ex-compagnon, elles n'avaient jamais été touchées physiquement avant le jour de leur mort. C'est-à-dire que le premier coup est le coup fatal. Le point commun entre toutes les victimes de violence, c'est la violence psychologique. Ce qu'on essaye d'appeler aujourd'hui le contrôle coercitif. Pourquoi est-ce qu'on fait appeler ça le contrôle coercitif ? Parce qu'en fait, c'est l'homme qui exerce le contrôle et pas la femme qui subit la violence. Et le vocabulaire est important aussi. En gros, on essaye de retourner la question. Ce n'est pas pourquoi elle est restée, mais comment il a fait pour la retenir. Donc voilà, c'est le point commun en fait, entre toutes les victimes. Donc la première chose que j'ai créée, c'est un test qui s'appelle « Suis-je victime de violence ?», qui est une série de questions. Si on répond oui à une seule d'entre elles, c'est qu'on est potentiellement dans un couple toxique. Et là, je donne déjà des premières solutions pour être capable d'aller porter plainte. Parce qu'on ne cesse de dire aux femmes, en gros, pourquoi elles partent pas, ou de leur proposer des solutions d'urgence, d'appeler un numéro d'urgence, etc. Sauf que quand on est dans l'épuisement de la violence, quand on est totalement perdu, comme le sont les femmes qui subissent ça, les solutions d'urgence, ça nous paraît totalement étranger. En fait, on n'en est pas du tout là. On en est à contrôler la moindre intonation de la prochaine phrase qu'on va dire. Donc de là à appeler un inconnu sur un numéro anonyme, c'est impossible. Donc déjà, voilà, il y a ce test. Ensuite, j'ai voulu absolument développer ce que j'ai appelé des collabs d'impact et inviter les entreprises à agir et en créant des objets symboliques. Comme par exemple avec une marque de sac, on a créé un sac pour s'enfuir qui a un double fond caché et à l'intérieur une étiquette avec un QR code. Lorsqu'on le scanne, on a tout ce qu'il ne faut pas oublier pour partir. Parce qu'on n'arrête pas de dire aux femmes qu'il faut qu'elles partent, mais en fait, c'est quand elles partent que le danger est le plus grand, puisqu'elles ne sont plus un objet de possession. Et l'essentiel des féminicides survient au moment du départ ou de l'annonce du départ. Et puis, je fais tout un travail justement auprès des entreprises. Parce que pour moi, on peut faire la meilleure affiche du monde et si elle est collée dans un commissariat, vu que les femmes vont pas au commissariat, ça ne va pas leur parvenir. Or, elles passent les 2/3 de leur temps au travail. Or, on sait aujourd'hui, grâce aux études FAS et à plein d'études comme ça, qu'en France, par exemple, et en Europe, 62% des femmes qui portent plainte pour violence sont salariées. Donc ça veut dire que si on enlève les étudiantes et les femmes retraitées, la grande majorité des victimes de violences conjugales sont dans l'entreprise. Oui, et puis c'est un endroit où leur mari n'est pas. Exactement. C'est un endroit où elles ont une bonne excuse pour être elles-mêmes, où elles ne sont pas fliquées du matin au soir. Donc, si vous voulez, j'essaye de développer des idées qui ne coûtent rien à l'entreprise, mais qui sont en fait du bon sens et qui permettent de sauver des vies. Comme par exemple, signifier aux salariés qu'elles ont le droit d'aller porter plainte pendant leur temps de travail. Parce qu'en fait, si elles ne peuvent pas le faire pendant le temps de travail, elles ne peuvent pas le faire. Parce que chez elles, elles sont surveillées. Du coup, au sujet notamment, alors ça rebondit un peu sur ce que vous disiez, que pour vous, c'est lutter contre les féminicides et plus globalement les violences contre les femmes, c'est l'affaire de tous, pas seulement des pouvoirs publics et des associations. Et donc, vous mettez l'entreprise dans cet écosystème-là de soutien. Et en fait, ça m'intéresse de savoir comment vous arrivez à porter ce projet auprès des entreprises. Pourquoi ? Parce que il y a quand même une tendance à se dire, dans l'entreprise, on ne parle pas de choses personnelles. Enfin, je vais faire un parallèle, mais il y a des débats à l'Assemblée sur le congé menstruel, des choses qui... On se voit difficilement parler de choses assez personnelles dans l'entreprise. Comment vous arrivez à rendre le sujet légitime ? Je leur parle en vocabulaire d'entreprise. En fait, je leur parle d'argent et je leur parle de risque. Qu'en gros, les femmes victimes de violences, c'est à peu près 1 femme sur 5 qui va subir ça en France au cours de sa vie, une relation toxique. Que ça a un impact cognitif, que ça a un impact sur le sérieux au travail, que, en gros, les chiffres sont absolument fous en entreprise. 38% des femmes qui ont été victimes de violences signifient que ça a eu un impact sérieux sur leur travail. Donc, en gros, sans même parler des absences à répétition, des congés, des arrêts maladie, etc., il y a un vrai impact financier sur l'entreprise à ne pas aider les femmes victimes de violences à s'en sortir. Et puis ensuite, il y a la question du risque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, si un féminicide arrive ou une atteinte grave à l'intégrité physique d'une personne, si elle devient handicapée après des coups, etc., l'entreprise ne peut pas être accusée en tant qu'entité. En revanche, s'il est démontré que les collègues
aurait pu se rendre compte de quelque chose, qu'il y a eu des traces, qu'il y a eu des signaux, que ce soit des signaux faibles ou des signaux forts, et ben en fait, ils peuvent être accusés de non-assistance à personne en danger. Et si l'entreprise n'avait rien mis en place, à leur tour, les collègues peuvent se retourner contre l'entreprise et dire bah d'accord, ok, je m'étais rendu compte de quelque chose, mais à qui j'en parle, qu'est-ce que je fais ? Il n'y a rien qui peut m'aider dans l'entreprise. Du coup, au-delà d'une sensibilisation sur le fait que voilà, les entreprises doivent dire à leurs collaboratrices qu'elles peuvent aller porter plainte, qu'est-ce que concrètement vous demanderiez à une entreprise ? Donc un affichage, vous l'avez évoqué. Alors j'ai une série d'une 25 à peu près actions à mettre en place que je ne vais pas détailler là, et évidemment faut nous contacter sur les réseaux sociaux. Je me déplace, effectivement on fait une sensibilisation, on propose de mettre le test à disposition notamment dans les toilettes, on en a fait un QR code, on l'accroche sur les portes des toilettes. Il y a effectivement la possibilité de bénéficier de son épargne salariale également en cas de dépôt de plainte, alors que jusqu'ici c'était réservé en cas de départ ou de mariage. Ouais. Pourquoi ne pas permettre à des femmes d'en bénéficier quand elles portent plainte pour violence conjugale ? Oui. En gros, c'est des mesures qui ne coûtent rien à l'entreprise, qui sont juste du bon sens, en fait. Et vous êtes bien accueillis quand vous proposez tout ça ? Alors, oui. C'est incroyable. Ah, c'est bien. Non, mais c'est incroyable. Là, en fait, mon agenda est déjà rempli jusqu'en mars prochain. J'ai énormément de grandes entreprises qui se rendent compte de l'impact que ça a en interne, mais également en interne. J'ai notamment récemment une grande société nationale de transport qui m'a contactée pour savoir comment elle pouvait agir pour ses centaines de milliers de salariés, mais également pour tous ses utilisateurs. Donc en fait, ça marche des deux côtés et il y a un vrai travail d'accompagnement et de conseil pour s'adapter à chaque fois à l'activité des entreprises. Mais en fait, voilà, évidemment que aujourd'hui, on exige des entreprises d'avoir un projet RSE. Donc responsabilité sociétale des entreprises, et que ce que j'essaye de faire comprendre, c'est que la lutte contre les violences qui se transmet de génération en génération, puisqu'on sait que 60% des enfants qui ont assisté à de la violence se définiront par rapport à ça dans leur relation amoureuse plus tard. Donc il y a un vrai travail. Donc moi je leur dis toujours, finalement la lutte contre les violences intrafamiliales fait totalement partie du S de RSE. Si ça c'est pas un projet sociétal, je sais pas ce que c'est un projet sociétal. Donc, au même titre que la lutte contre le harcèlement, la lutte contre le racisme, pourquoi ne pas inclure cette lutte contre les violences domestiques ? Et enfin, c'est toujours bien reçu. Alors, quand là-dessus, j'ajoute la notion de risque et de coût, bah là, généralement, on m'ouvre la porte. Ah oui, c'est très positif ce que vous nous dites, et ça donne de l'espoir, en fait, hein, Maya. Ça donne de l'espoir. Alors, ce qui est fou, pardon, je vous interromps, mais c'est l'impact immédiat. C'est qu'à quel que soit le milieu, que ce soit dans des grands groupes de luxe ou des groupes industriels, j'ai toujours une proportion incroyable de femmes qui m'attendent pour me raconter que c'est ce qu'elles vivent, qui m'attendent en pleurs, et toujours des DRH extrêmement étonnés de voir ça, qu'en fait c'était sous leurs yeux. Et ils ne le voyaient pas. Non. Et d'ailleurs, je te raconte souvent cette petite anecdote, mais la première conférence que j'ai faite, c'était chez Total, qui est quand même... plutôt un grand groupe masculin dans l'industriel. Ouais. Enfin, c'est pas tellement leur sujet de prédilection, le bien-être au quotidien dans les foyers. J'ai eu 850 inscrits pour assister au live, ce qui n'était jamais arrivé. Et surtout, à la fin, il y a des femmes qui ont pris la parole pour raconter ce qu'elles vivaient. Et le premier donateur de mon association, c'est le supérieur d'une des femmes qui a pris la parole, qui m'a écrit par la suite en me disant « Mais ça fait 5 ans que cette femme est dans mon bureau, je n'ai rien vu. Je suis totalement retournée. » Donc, c'est le premier donateur qui nous donne 40 € chaque mois. Ouais. Mais voilà, je me suis dit, en fait, on a gagné, puisque le travail, on y passe l'essentiel de notre temps. Bien sûr. Bien sûr. Alors, en marge de ce combat, vous êtes aussi, bien sûr, on l'a compris, une activiste féministe. Vous vous êtes battue sur le terrain, les réseaux sociaux, pour contribuer à rétablir la vérité sur les violences faites aux femmes lors des attaques du 8 octobre. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui en France d'être à la fois féministe et juive ? Oui. Alors, très clairement, ça l'est.
Parce qu'aujourd'hui, le féminisme, celui qui se voit, hein, parce qu'en réalité, il y a beaucoup de soutien, mais qui se voit moins, et a été kidnappé par une certaine gauche qui considère le Hamas comme de la résistance et qui considère le combat décolonial, dans leur vision du colonialisme, encore une fois, comme prioritaire et faisant intégralement partie de la lutte féministe. Bon, en fait, c'est même le symbole. C'est parfois, même le on symbole. a l'impression de... en fait, on ne peut pas être féministe sans être pour ce qu'ils appellent la libération de la Palestine. C'est complètement délirant. Ça n'a aucun rapport avec les femmes, cette histoire. Ça n'a aucun rapport avec les femmes. Surtout que les femmes sont très opprimées, malheureusement, à Gaza. On arrive à un niveau d'imposture intellectuelle absolument saisissant, d'autant plus que dans ce qu'ils dénoncent de la colonisation, moi je peux entendre, mais le truc c'est que la décolonisation, ce qu'ils dénoncent, c'est l'exploitation des ressources et des personnes, surtout à cause de leur race et de leur couleur de peau. Ce qui a été le cas par toutes les colonies françaises, les colonies britanniques, etc. Mais ce qui n'est pas le cas en Israël dans ce qu'ils appellent les colonies. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'exploitation humaine due à la religion, à la race, etc. C'est pour ça que moi, le terme de colonie me gêne. Ça ne veut pas dire que je ne condamne pas les territoires occupés et certaines politiques, mais ce n'est pas ça qu'on reproche dans le champ lexical à la colonisation. Ce qu'on lui reproche, c'est une forme de racisme. Et c'est pas ce qui se passe en Israël. Oui, c'est un usage dévoyé, en fait. C'est un usage totalement dévoyé. On surfe, en fait, sur des drames historiques qui ont généré beaucoup de haine et beaucoup de souffrance pour les coller à Israël, alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Oui, et puis c'est un écrasement à côté de ça, c'est ce que je disais en introduction, des motifs de lutte des femmes qui, pour le coup, n'ont pas changé. Il y a toujours à peu près entre 100 et 150 féminicides par an. Donc, voilà. Oui. Donc, en fait, moi, je distingue le féminisme, finalement, entre le féminisme des idéologues et le féminisme des anciennes victimes. Moi, le féminisme, je me suis pas réveillée en me disant le patriarcat, c'est dégueulasse, à mort les hommes. Enfin, c'est pas du tout mon sujet, en fait. Moi, j'ai découvert que j'étais femme de la même manière que j'ai découvert que j'étais juive, c'est-à-dire dans la souffrance, dans les épreuves que vivent beaucoup de femmes. Voilà, que ce soit l'avortement. Aujourd'hui, ça va mieux quand même. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux parce que je suis à ma place. Bien sûr. Mais du coup, effectivement, je peux pas m'entendre avec des femmes qui détestent les hommes parce que ce sont des hommes, en fait. C'est pas comme ça que c'est né chez moi. Donc moi, ce que je veux, c'est important ce que vous dites parce que d'abord, tous les hommes ne sont pas c'est ridicule. Des tueurs potentiels et tous les hommes n'ont pas à être... Et puis toutes les femmes ne sont pas des anges. Oui, non plus. Et enfin voilà, en fait, il y a de la souffrance dans ce monde. Il se trouve qu'on a des stéréotypes dans notre société qui favorisent de l'impunité et donc le fait qu'on peut s'en prendre à des femmes qui, en grande majorité, ne sont pas aussi fortes ou aussi intégrées que les hommes. Mais enfin, je veux dire, le monde est dur pour tout le monde. Donc le sujet, il n'est pas là. Moi, mon combat, c'est de faire en sorte qu'il y ait moins de gens qui aient mal. C'est de faire en sorte que l'amour ne fasse plus mal. Donc pour en revenir à Israël, oui, effectivement, j'ai été moi profondément choquée de la part de mes pères, entre guillemets. Les compagnes de lutte en fait. Mes compagnes de lutte qui m'ont clairement tourné le dos, qui essayent encore aujourd'hui de me faire passer pour une folle. Un moment en plus où vous avez sorti votre documentaire, je vois que c'est assez concomitant sur quelques mois. Voilà, donc oui, j'ai été obligée de faire mon coming out juif. Enfin, je l'ai jamais nié, mais en fait, j'ai été obligée en fait parce que c'était viscéral chez moi. Et puis surtout, je viens de passer 4 ans à étudier ce qu'était un féminicide. Et en quoi c'est différent d'un homicide, en fait. Un féminicide, c'est toucher une femme, la faire souffrir, la soumettre, l'humilier, parce qu'elle est femme et parce qu'on essaye de posséder la femme et parce qu'on refuse qu'elle ne nous possède pas. Et ce qui s'est passé le 7 octobre, il y a eu évidemment le côté antisémite, mais il y a eu la volonté d'humilier, de soumettre, de mutiler la femme. Et en cela, c'est une atteinte contre le féminin. Voilà, et c'est ça que j'ai voulu dénoncer. En rappelant aussi que des hommes ont été touchés. Très vite, une conclusion, Maya. Je suis bavarde, pardon. Non, mais c'est bien. Passionnant. Je regrette de devoir conclure. On fera une autre émission, Maya. Avec... Donc, en 2 mots, je vous encourage à regarder le documentaire. Il s'appelle Vivante. Il se trouve sur le site de Canal+. Il y a des documentaires. Je pense qu'il y a un onglet. Regardez-le.
extrêmement intéressant, c'est poétique, c'est positif et ça peut aider des gens autour de vous également. Parlez-en dans vos entreprises et n'hésitez pas à rejoindre donc www.125après.org pour toute question. Et très rapidement, toujours le rendez-vous au Trocadéro midi 15 à l'appel de Viso France et du CRIF pour appeler au retour des otages. On y sera bien sûr. Merci beaucoup Sarah Baruch, merci Maya Termination, à très vite sur Radio J.